10 € offerts et votre premier pari remboursé en cash avec le lien en description. Ils sont des joueurs pivots, ils sont des joueurs point de bascule, ils sont mes 10 joueurs à suivre de 2025-2026. Les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver après le week-end d'ouverture de la saison. On a vu pas mal de matchs pour parler de mes 10 joueurs à suivre. Alors, joueurs à suivre, c'est un concept qu'on a beaucoup fait sur la chaîne au fur et à mesure des années. Je suis retombé sur cette vidéo il y a 6 ans, les 10 joueurs à suivre en 2018-2019. Le temps passe vite, mais ouais, 2024, 22, 23, 23, les joueurs à suivre de la Coupe du Monde, de la Première Ligue, les joueurs à suivre de l'Euro 2024, les milieux à suivre en 2019, les attaquants à suivre. En fait, on a fait les joueurs à suivre un petit peu dans toutes les configurations. On les a fait par championnat, on les a fait par poste. Parfois, c'était des vidéos un petit peu scouting, genre les espoirs qui pourraient percer cette saison. Parfois, c'était des vidéos un petit peu plus narratives, genre waouh, c'est son grand moment, c'est peut-être son dernier moment pour faire quelque chose de grand, etc. On a pris un petit peu tous les angles, mais cette saison, j'ai voulu faire quelque chose d'un peu nouveau. Il y aura d'autres vidéos aussi pour parler d'autres joueurs à suivre, mais dans celle-ci, je me suis dit, où sont les points de bascule des saisons des gros clubs? Donc je suis allé sur Winamax, j'ai regardé les 10 favoris pour remporter la Champions. Le PSG est favori à 6. Après, c'est Liverpool, le Barça, le Real, Arsenal, Manchester City, le Bayern, Chelsea, Naples et l'Atlético. Donc, disons pour des personnes objectives, des bookmakers, ça c'est le top 10 européen, les 10 meilleures équipes à date au 18 août 2025 pour cette saison 25-26. Et je me suis dit, pour ces 10 équipes, quel est le joueur pivot de leur saison? Le joueur point de bascule. En gros, c'est parti d'une réflexion que je me fais depuis un moment en essayant de creuser un petit peu l'analyse et de trouver où sont peut-être les poches de valeur inexploitées d'une équipe, là où il y a un petit peu de valeur résiduelle à trouver pour s'améliorer par rapport à la saison dernière. Souvent, c'est collectif. Souvent, ça vient de mieux faire quelque chose de collectif. Je sais pas, mieux presser, par exemple, mieux construire, mieux attaquer le dernier tiers, être meilleur sur coup de pied arrêté. On sait que c'est une grosse poche de valeur, celle-là. Et c'est quelque chose qui fait passer les équipes de la 8e à la 4e place, qui te fait passer de la 4e place au titre. Ça, on connaît. Mais parfois, c'est aussi simple qu'un joueur qui juste accroît son rendement. Je crois que la saison dernière, on a vu ce PSG méga machine collective triompher en s'améliorant un petit peu sur toutes les dimensions structurelles et collectives. Mais aussi, il y a eu des joueurs qui ont été véritablement des points de bascule. La saison d'Ousmane Dembélé, qui passe typiquement en championnat de 3 buts à 21, qui devient un attaquant, le chiffre est totalement dingue, qui devient un attaquant efficace dans le dernier tiers, en plus un joueur de pression, déclencheur de pression, leader de mentalité. Je pense que la transformation d'Ousmane Dembélé, elle est au cœur de la transformation de la trajectoire du Paris Saint-Germain. Et d'ailleurs, petit aparté, je pense que c'est pour ça qu'il va gagner le Ballon d'Or. Je pense qu'il aura séduit beaucoup de votants, parce que la storyline aussi, celle d'une transformation, sa métamorphose est grosso modo la même métamorphose que celle de son club, qui va au bout et remporte le plus gros trophée. Je pense que ça jouera beaucoup. Mais en vrai, il y a beaucoup de joueurs au Paris Saint-Germain qui ont changé de dimension, qui ont été points de bascule. Fabien Ruiz, par exemple, beaucoup d'autres qu'on peut citer. Mais ouais, c'est ma question. Quels sont les joueurs qui, aujourd'hui, ont les clés du destin de leur équipe? Des joueurs qui, s'ils accroissent leur rendement de 20-30%, s'ils reviennent à leur meilleur niveau pour d'autres, ça change totalement l'histoire de leur équipe et de leur saison. C'est la question que j'ai envie de poser aujourd'hui, et pour rendre ça plus intéressant et plus dur, j'exclus les recrues. Ça ne peut pas être des joueurs recrutés, parce que sinon la tentation, elle est énorme. Par exemple, pour le premier club dont on va discuter, Arsenal, de dire Gyökeres, ouais, ils ont besoin de plus de buts, ils ont besoin de plus de puissance de feu, ils mettent un énorme chèque sur un numéro 9, grosse saison de Gyökeres, grosse saison d'Arsenal, on peut le penser. Saison décevante de Gyökeres, waouh, ce transfert était un flop. Dur d'imaginer Arsenal, avec la concurrence qui est en première ligue, aller chercher le titre ou être performant, très performant en tout cas, reproduire le top 4 ou aller plus loin encore en Champions. Donc évidemment, Gyökeres, mais j'exclus les recrues. Et c'est pour ça que pour Arsenal, j'ai choisi Martin Odegaard. J'y ai pensé en regardant le match contre United hier. La saison 2024-2025 de Martin Odegaard,
c'était un peu décevant. C'était même assez décevant. Loin d'être sa meilleure Arsenal, moins bon que 22-23, moins bon que 23-24. Apparemment, il avait des problèmes de sommeil en devenant nouveau papa. Il y a des choses qui l'ont perturbé à gauche, à droite. Ce qui est sûr, c'est qu'il était moins bon. Et ça a affecté la qualité du jeu positionnel d'Arsenal dernier tiers. On sait, un top Martin Odegaard. Cet artilleur transitionnel qu'il est pour lancer les contre-attaques, mais juste la qualité positionnelle, les petits ballons par-dessus qu'il met, quand il manipule l'espace, les petites poches d'espace, quand il est le véritable meneur de jeu d'Arsenal dans le dernier tiers. Ouais, c'est totalement différent. Et j'ai vu contre United déjà le leader calme qu'il peut être, le capitaine. À un moment, il y a une altercation avec Cunha, je trouve qu'il la gère très très bien. Un peu plus tôt, en première mi-temps, il a passé un dribble sur Casemiro, petit pont, et derrière, la faute de Luke Shaw, il était particulièrement vivace. Ici, on a peut-être retrouvé le meilleur Martin Odegaard pour 25-26. Toute fin de match, Arsenal est en train de mener 1-0, il y a de plus en plus d'espace. Il rentre intérieur, il met le petit ballon juste lifté par-dessus Maguire pour Bukayo Saka, et ça fait une grosse occasion. Celle-là, elle aurait pu finir au fond si la frappe n'était pas contrée. Et ouais, on parlait de Victor Gyökeres typiquement. Je pense si Gyökeres fait la saison à 25 buts Première Ligue, qu'il faut peut-être pour qu'Arsenal soit champion. Et ça vient peut-être d'une saison 12-15 passes D de Martin Odegaard. En plus, il est le capitaine, il est le leader de son équipe. La saison dernière, peut-être que Rice lui a un peu volé la vedette. Et j'ai vu que Tony Adams a sorti une phrase un peu polémique dans une conférence où on lui demandait l'Arsenal saison prochaine, lui c'est un ancien grand capitaine d'Arsenal, etc. Et il disait Arteta doit prendre une décision forte, il doit retirer le brassard à Odegaard pour le donner à Rice, machin. Bon, petite polémique un petit peu futile, mais tout ça pour dire une grosse saison de Martin Odegaard, une nouvelle grosse saison. Je pense que ça change beaucoup de choses. Je pense que dans la liaison à Gyökeres, pour mettre Gyökeres dans les bonnes dispositions, c'est hyper important. L'autre offensif scandinave, le capitaine, pour l'accueillir dans son équipe, le 10 avec le 9. On se souvient la grosse saison d'Erling Haaland, par exemple, quand il arrive. C'est Kevin De Bruyne Haaland, pendant un moment, le duo qui terrorise la Première Ligue. Odegaard, ouais, sur cette action en plus que hier, Gyökeres gâche. Il y avait aussi Odegaard qui avait donné, qui arrive en trailer derrière, avec une petite poche d'espace, entrée de surface. Si les deux se trouvent, aussi dans l'autre sens, aussi Gyökeres pour Odegaard, ouais, ça peut peut-être marcher fort. Et pour moi, 2025-2026, c'est la saison la plus importante de la carrière de Martin Odegaard, parce que c'est aussi la saison la plus importante de la carrière de Mikel Arteta. J'attends un gros Martin Odegaard cette saison. S'il est présent, Arsenal sera peut-être pas loin du compte. Manchester City maintenant. City, en vrai, c'est très facile. C'est typiquement le club où, dans leur histoire récente, ils ont eu ce genre de situation. 2022-2023, leur saison magique, où ils sont un des meilleurs clubs de la dernière décennie. John Stones, par exemple, avec son changement positionnel, mais lui qui était un petit peu transfert flop d'il y a quelques années. Bon, ça devient Stones Beckenbauer. Pareil pour Jack Grealish, qui fait une très bonne année 2022-2023. Après, pareil, une première saison décevante. Ça, c'était des points de bascule de la saison de Manchester City. Peut-être que sans ça, sans ces contributions individuelles qui augmentent de 20, 30, 40% pour les deux, peut-être qu'il n'y a pas la très belle saison des Sky Blues au bout. Donc, ça, c'est ce que je vois quand je vois ce Manchester City de l'époque, quand je vois le Manchester City 2025-2026, qui est leur joueur point de bascule. Bah, c'est lui. Je crois que c'est très clair. Avec et sans Rodri, c'est juste pas la même équipe. Et saison dernière, on est passé d'une équipe qui était quadruple championne d'Angleterre, qui avait été certes éliminée de la Champions 23-24 en quart de finale par le Real Madrid un peu tôt dans la compétition, mais sans avoir perdu le moindre match de toute la compète. Ils étaient pas mal. Même la saison dernière, ils avaient commencé en vrai 24-25 avec 4 matchs, 4 victoires en Première Ligue. Même contre Arsenal, dans le match où Rodri se fait les croisés, doit sortir au bout de 21 minutes. À ce moment-là, ils gagnaient 1-0. On peut dire qu'ils étaient presque à 15 sur 15 sur les 5 premières journées de Première Ligue avant que Rodri disparaisse. Derrière, on sait ce qui s'est passé. 4 défaites consécutives en octobre. Plus d'un mois d'affilée sans gagner pour Pep Guardiola. La pire passe de sa carrière. Ouais, Rodri est un des 3 meilleurs joueurs du monde, encore à l'heure actuelle, je pense.
Et s'il revient à son top niveau, City sera terrifiant. Je l'ai déjà vu contre la Juve en Coupe du Monde des clubs, j'avais commencé à en parler. Certes, ce week-end n'était pas là. Nico Gonzalez, peut-être que c'est très bien. Reinders, ça fait un méga match. Reinders, ça fait un top match, un des meilleurs matchs de l'histoire pour un premier match carrière en Première Ligue. Il a été génial. Et City a de très bonnes bases, je pense. Je pense qu'ils ont fait de belles recrues aussi. Rodri est toujours pas là, il revient post-trêve internationale. C'est un peu la question avec Rodri. Quand est-ce qu'il reviendra à son top niveau ? Combien de temps est-ce que ça prendra pour qu'il monte en température et pour qu'on retrouve Rodri 100% ? Si Rodri revient à 100%, au top de son niveau, il a que 29 ans théoriquement pour un 6, ça va. Si Rodri revient à 100%, je crois que je mets City favori au titre en Angleterre et top 3 des meilleures équipes européennes. Si Rodri revient à 80%, c'est déjà ça, mais c'est pas la même chose. Si le grand Rodri qu'on connaît est derrière nous et qu'on le revoit jamais, et bah malgré Reinders, malgré Cherki, malgré Aït Nouri, malgré Nico Gonzalez, qui on veut, je crois que ce sera très difficile cette saison pour Man City. Je crois qu'il est véritablement, c'est normal, c'est le ballon d'or en titre, c'est un des meilleurs joueurs de la planète, c'est un 6 dans une équipe Guardiola. Ouais, sans Rodri, ce sera pas la même histoire. Liverpool, alors, pour l'instant, on a dit Arsenal, Ødegaard et City Rodri, donc on s'est pas trop mouillé. Et je vais faire encore pire à Liverpool en disant Mo Salah. Mais oui, mais obligé en fait, parce que c'est Mo Salah qui sort d'une saison à 29 buts, 18 passes D, une des meilleures saisons de l'histoire pour un offensif en Première Ligue. Un gars qui a joué 38 des 38 matchs de Première Ligue, 38 titularisations, 3371 minutes, il a quasiment pas été sorti, 37.5 90s pour la saison 24-25 de Salah en PL. Et pourtant, j'ai sur ce début de saison un tout petit début d'inquiétude, une très légère anxiété. J'ai déjà commencé à en parler quand j'ai débriefé cette première journée contre Bournemouth ce week-end, samedi matin, quand on a parlé du Community Shield contre Crystal Palace. Malgré son but incroyable ce week-end contre Bournemouth, il termine temps additionnel avec le petit pointu pied droit splendide au bout du bout. Malgré ça, malgré Opening Day Salah strikes again, 8e fois je crois qu'il marque en 9 saisons de Première Ligue sur la première journée, 10 buts en carrière première journée, personne n'a fait mieux. Malgré ça, je l'ai trouvé un peu en dessous. Je n'ai pas trouvé qu'il a fait un très bon match. Et je crois que Liverpool, malgré son armada offensive, aurait en vrai du mal à résister à une saison sans de Mo Salah. Saison dernière, ils sont champions. Si tu enlèves 10 buts, 5 passes D à Salah, est-ce que c'est la même chose ? Ils sont champions avec 80 points et quelques. C'est un champion mérité. Mais cette saison, je pense que l'appel va être encore plus difficile. Est-ce que 80 et quelques points, ce sera suffisant, même s'ils ont lâché un petit peu sur les matchs de fin de saison. C'est peut-être pas juste de juger seulement sur le total de points. Je trouve que c'est assez exceptionnel ce que ça l'a fait d'à 33 ans, pas avoir particulièrement décliné. Il sort de la meilleure saison de sa carrière, donc dur de dire qu'il décline, mais même s'il est un petit peu protégé sans ballon, même si on ne lui demande pas la pression, 3e centile en tacle, 13e en interception, bon, grosso modo, il est un petit peu caché sur la phase sans ballon, et les autres font beaucoup les efforts pour lui, pour qu'il soit un joueur à 9 ballons touchés dans la surface par match, 99e centile, c'est peut-être le joueur en Europe avec le plus de ballons touchés dans la surface, 91e centile en XG, 95e centile en XA, pardon, 96e même en XG. Ouais, une machine de surface. Pas énorme sur le nombre de dribbles réussis par match, 41e centile. Pas énorme sur le nombre de passes progressives. Ouais, il est devenu véritablement un second attaquant, joueur de boîte, qui peut faire plus que ça, mais joueur de véritable finition d'action. Est-ce que ça peut continuer cette année ? Dans une année qui est une année spéciale. Parce que c'est peut-être sa dernière chance avec l'Égypte. Et il va y avoir pas mal de matchs avec l'Égypte. Il y a déjà 4 journées à venir entre septembre et octobre sur les 2 prochains mois d'éliminatoires pour la Coupe du Monde. Méga important. L'Égypte doit finir première pour se qualifier automatiquement pour le mondial. Elle a un petit point d'avance, je crois, sur le Burkina Faso, qu'elle joue au Burkina. Et après, il y a la CAN. Il y a la CAN que Salah n'a jamais remportée. C'est minimum, si on prend ces 4 matchs éliminatoires plus 3 matchs de CAN, c'est minimum 7 matchs avec l'Égypte.
Si l'Égypte sort des phases de groupe, va loin en CAN, c'est peut-être 10, c'est peut-être 11 matchs en plus. Ça fait beaucoup de matchs dans un Liverpool qui va faire face à une concurrence démentielle en Première Ligue. La Champions, c'est chaud. En ayant déjà obtenu sa prolongation de contrat, en étant déjà champion en titre, en ayant déjà la couronne, potentiellement une motivation un peu moindre que l'an passé pour Mo Salah. En tout cas, un arbitrage Liverpool-Égypte à faire. Je suis très surpris si Salah refait 38 matchs de Première Ligue cette saison. Et le petit problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'ailier droit autre que Salah à Liverpool. Il n'y a pas d'ailier gaucher en tout cas. Ben Doak va partir, c'est pas un remplaçant de Mo Salah. En vrai, le seul remplaçant de Mo Salah, c'est un autre titulaire, c'est Frimpong. On l'a vu en pré-saison, effectivement. En plus, je trouve ça très pertinent. Mais tu mets Frimpong, ça veut dire que tu perds ton latéral droit titulaire. Ça doit être Bradley, c'est peut-être Gomez. Ça veut dire un petit peu de réorganisation si Salah est out, s'il a besoin de souffler pendant les moments où il sera parti avec l'Égypte. Mon niveau d'inquiétude sur Mo Salah, il est très léger, il a 1 sur 10. C'est Defcon 0.5. Je suis pas inquiet, encore, mais je crois que sa saison sera plus que n'importe quel autre un déterminant critique de la saison de Liverpool, qui ne pourra pas faire aussi bien, comment c'est possible, que la saison dernière. Et que malgré l'armada offensive que Liverpool s'est constituée, malgré les gros transferts qu'ils ont fait, en vrai, il y a beaucoup de monde qui est parti aussi. Donc, il n'y a pas une profondeur énorme. Je crois que c'est spécial parce qu'il sort d'une saison mythologique, mais il est encore une fois très, très, très attendu. Et Liverpool a encore une fois méga besoin de lui. Est-ce qu'il en sera capable à 33 ans, dans ce qui pourrait être une saison à 60 matchs? S'il le fait, enfin, déjà, cette saison, il doit finir top 5 Ballon d'Or, sinon c'est un scandale, je le dis tout de suite. Mais s'il le fait, il va falloir réfléchir à combien de statuts de Salah tu mets à Anfield, parce que quel joueur, quelle carrière, et encore une fois attendu au tournant en 25-26. Bon. Ødegaard, Rodri, Salah. Pour Chelsea, promis, j'ai pas choisi Cole Palmer. Pourtant, j'ai hésité parce que déjà sur le secteur offensif, il y a quasiment que des recrues. Donc, comme on s'est dit, pas de recrues, ça limite un petit peu le champ des possibles. J'aurais bien dit genre Estevao, j'ai bien aimé l'entrée, j'ai vu le match ce week-end contre Palace. Intéressant. Et j'aurais bien mis Gittens, j'aurais bien mis João Pedro, j'aurais bien mis Liam Delap, je mettrais bien Garnacho s'il arrive effectivement. Donc, il reste en vrai que Palmer sur le secteur offensif, quasi, et il doit être la colle qui lie tout ce nouveau monde. En plus, il est le franchise player de l'équipe. Son niveau la saison dernière a été très hétérogène. Pour moi, par exemple, il ne mérite pas d'être dans les 30 du Ballon d'Or, surtout par rapport à d'autres oubliés comme Caicedo, peut-être même Cucurella, par exemple, si on met plus de joueurs défensifs. Donc un Cole Palmer qui a quelque chose, en vrai, à prouver, je trouve, en 25-26, sur la durée et en Première Ligue. Bien sûr, qui sort de cette splendide finale de Coupe du Monde des clubs, et c'est le joueur le plus talentueux fondamentalement de l'effectif. Mais j'ai pas choisi lui parce que je crois qu'avec la blessure de Levi Colwill, il y a un autre chantier pour Chelsea. Chelsea qui va apparemment pas prendre un autre central. Maresca en a parlé en conférence de presse, il est pas très content. Il a dit qu'il a il a communiqué son impression, sa volonté au board. Il faudrait prendre un gars pour remplacer Colwill parce qu'il dit, en vrai, dans la manière dont on joue, sur la relance à 3, qui est le central des 3, parce que James est à droite, Chalobah à gauche, Colwill ou Adrabioyo, Tosin au milieu. Il dit, en vrai, il n'y a que Levi vraiment, et à la rigueur Tosin, qui peuvent avoir ce rôle de premier relanceur, qui ont la qualité pour casser la première ligne avec la passe dans la manière dont on joue. Il dit, c'est pas le cas des autres. Et il a fait jouer donc Acheampong au milieu ce week-end. J'ai trouvé que Chelsea effectivement a un peu souffert dans le build-up. C'était Chalobah, Acheampong. Tosin était absent aussi, je crois, il n'était pas dispo. La situation des centraux à Chelsea est tellement compliquée parce que Badiashile, Disasi, Fofana, mais tellement de gars sur lesquels tu peux pas compter parce qu'ils sont si souvent blessés. Renato Veiga, qui apparemment devrait repartir, qui ne devrait pas avoir sa chance. Dommage, je pense que ça aurait été une possibilité. Un des seuls gauchers en plus de l'effectif, en tout cas dispo. Donc est-ce qu'on en est au point où, pour la structure en possession de Chelsea, en vrai, le joueur pivot, c'est Tosin,
c'est la saison d'Adara Bioyo, en l'absence de Colwill, qui devient pour Maresca, dans son idée de jeu, le seul capable d'incarner cette fonction. Ce serait assez fou qu'on en arrive avec un mercato et sur les 2 dernières années, 2 milliards investis, et c'est Tosin sur lequel repose ta saison. Mais pourquoi pas. Je crois que c'est intéressant de le considérer. Je pense que je vais partir sur un autre joueur quand même. C'est Robert Sanchez, aussi important dans le build-up, parce que Chelsea a besoin qu'il soit meilleur sur cette première phase. En vrai, sur sa ligne, même si Sanchez ne me rassure pas des masses, visuellement, il y a des moments... et même ce week-end, le but annulé d'Eze, le coup franc, je trouve que même s'il est un petit peu masqué, même si la frappe est forte, en vrai, elle lui passe un peu entre les gants. Mais les chiffres avancés disent que le shot-stopping de Sanchez n'est pas mauvais, plus 1.7 par rapport à ses PSXG saison dernière. C'est par exemple un peu mieux que David Raya Golden Glove, donc comme quoi. Les chiffres sont pas mauvais, mais je crois qu'avec ballon, il y a de vrais progrès à faire. C'est assez dodgy le jeu au pied. Il n'imprime pas une grande confiance et Chelsea va avoir besoin de lui. Parce que Chelsea a de grandes ambitions cette saison et à chaque fois que Chelsea a fait une grande saison, une très grande saison, il y avait un grand gardien. Je pense juste comme ça, top of my head, Setch 2012 et Edouard Mendy 2021. Il n'a pas besoin d'être de ce niveau-là, ça c'est très élevé, je ne pense pas qu'il puisse être de ce niveau-là, mais meilleur. Un meilleur Sanchez, parce que Chelsea ne va pas recruter de gardien. Je ne sais pas si Jorgensen peut prendre sa place à un moment ou quoi. Mais peut-être que c'est là, en tout cas parmi les joueurs non recrues, parce que sinon je pense que j'aurais dit une recrue, mais c'est peut-être là qu'il y a un point de bascule de la saison des Blues. Alors pour le Barça, là j'ai pas hésité du tout. Là pour moi c'était très facile. Araujo. Comme l'a dit Benjamin Da Silva au micro de Bein Sports ce week-end, le match contre Mallorca, il dit assez incroyable le changement de statut d'Araujo qui passe en gros de mec sur le banc indésirable que le Barça envisage de vendre ou lui veut partir, en tout cas pas en odeur de sainteté au club, à titulaire J1 avec le brassard de capitaine. Incroyable situation dans laquelle il se retrouve, parce qu'en gros le Barça a pas les moyens pour l'instant, avant que tout ça rentre dans l'ordre, mais on sait, un club qui a investi, qui a acheté pourquoi 30 millions cet été pour un méga club comme le Barça. Je pense que c'est au total sur les 3 derniers mercato estivaux, ça doit être 130 millions d'achats, un truc comme ça. Bref, on sait, ils galèrent jusqu'au dernier moment pour pouvoir inscrire leurs joueurs sur les listes. Ils n'ont pas beaucoup de moyens et du coup, malgré le départ d'Inigo Martinez, pas de recrue faite au poste de défenseur central. Pas de recrue substantielle. On repart avec les mêmes et du coup, Araujo se retrouve titulaire. Koubarsi déplacé de la droite vers la gauche. Qu'est-ce que ça va donner ? Et je crois que c'est méga important et qu'il y a un potentiel point de bascule parce qu'en vrai, le top Araujo, on va dire 2022, c'était un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Ça remonte un peu, mais le top Araujo, c'était véritablement quelque chose. On connaît son top niveau et le top Araujo, c'est supérieur au top Inigo, je pense, tous les jours. Même si Inigo, très bonne saison dernière, le potentiel, ou en tout cas la qualité qu'on lui connaît historiquement, c'est élevé. Mais défenseur central au Barça, c'est méga difficile. C'est l'équipe qui a généré le plus de hors-jeu des 5 championnats majeurs, mais de tellement loin. 181 hors-jeu en 38 journées de Liga la saison dernière du Barça. 181. Parme est la deuxième équipe avec le plus de hors-jeu générés. 119. Il y a 62 hors-jeu d'écart entre le premier en Europe et le deuxième. La ligne haute de Flick, c'est un délire. Elle n'est pas facile à tenir. Elle est là tous les matchs, de la première à la 90e minute. Même contre le Real Madrid, des flèches. On s'en souvient avec Mbappé, 8 hors-jeu dans le même match. Le Real a genre 10, 11 ou 12 hors-jeu sur ce Classico d'octobre la saison dernière. En Champions, pareil, même si le Barça a joué un peu plus de matchs que beaucoup d'autres équipes en allant en demi-finale. 82 hors-jeu générés, le Barça. La deuxième équipe avec le plus de hors-jeu, c'est Aston Villa, 34. Les chiffres, ils sont fous. Cette équipe flickienne, comme j'ai dit, c'est l'équipe la plus watchable. C'est l'équipe la plus box-office. C'est celle pour laquelle il faut brancher sa télé parce que dans tous les sens, c'est direct. Il y a de l'espace concédé. C'est trop kiffant à regarder. Mais c'est dur d'être défenseur central dans cette équipe. C'est un des gros chantiers d'Araujo. Pour être à la hauteur, il va falloir bien défendre, protéger cette ligne haute, être meilleur sur coup de pied arrêté aussi. Le Barça, c'était une de ses vulnérabilités saison dernière.
contre l'Inter, s'ils vont pas en finale de Champions, bah, c'est peut-être aussi parce que à Barcelone, à Montjuïc, ils prennent 2 buts sur coup de pied arrêté, très très évitable, avec des corners longs en plus de Di Marco et de Çalhanoğlu. Ici, Araujo est pas top là-dessus non plus. Un Araujo comme ce qu'on a vu sur les 2 dernières saisons, et le Barça recule. C'est moins bon qu'Inigo Martinez, et le Barça perd en qualité. Mais il est le joueur point de bascule ultime, parce qu'un Araujo, comme on a vu en 2022 par exemple, le Barça avance, le Barça progresse, et est meilleur encore. Il se retrouve dans une situation très très spéciale. Alors il y a encore Christensen potentiellement derrière, si jamais ça déraille complètement, peut-être tu peux faire Kubarsi, le remettre dans sa position, avoir Christensen à gauche. Christensen peut être sur le côté gauche de la défense centrale. Mais ouais, pour le Barça, tous les jours je dis Araujo, je trouve que c'est très très intéressant. Pour le Real Madrid, alors ça c'est assez dur à dire, parce qu'ils joueront demain leur premier match de Liga contre Osasuna, et avec le problème numéro 1 du Real, bon, je crois qu'il est assez évident, Mbappé et Vini qui pressent. Ça c'est le joueur clé du Real. Si un des deux presse, idéalement les deux, ça c'est le point de bascule de leur saison, c'est sûr. Si tu continues d'être la pire équipe de pression du monde, il y aura un naufrage au bout. Pour moi, c'est assez clair que c'est la clé. C'est la clé du secteur offensif, c'est la clé de l'approche collective du Real Madrid, le discours de Xabi Alonso. Ça, c'est la clé de la saison du Real. Un Real qui a concédé quand même 84 buts la saison dernière. C'est 34 de plus que la saison d'avant où ils sont champions d'Espagne et champions d'Europe. Parce que leur première ligne, elle a été... Il y avait 20 mètres de trou dans cette première ligne, et parce que leur dernière ligne a été décimée par les blessures aussi, très très difficile. Alors, qui peut être le joueur clé de ce Real Madrid ? Est-ce que ça peut être Aurélien Tchouaméni ? Alonso en avait tissé les louanges à la Coupe du Monde des clubs, on s'en souvient, sur les premiers matchs. Il dit l'importance de Tchouaméni, tout passe par Tchouaméni dans mon idée du jeu. Donc c'est une vraie possibilité. Mais à la fin, j'ai choisi Arda Güler. Ça aussi, on l'a vu à la Coupe du Monde des clubs. Dans un Real Madrid où Kroos n'a pas été remplacé, Modric est parti et Jude est absent pendant un long moment, il va y avoir de la place dans l'axe. Et l'arrivée de Mastantuono, on aurait pu voir ça comme une menace pour le temps de jeu d'Arda Güler. En vrai, non. Ça veut dire qu'Arda Güler ne sera pas dans la moins bonne position où tu peux le placer, sur le côté droit, en mode ailier gauche, etc. Je le préfère vraiment axial, que ce soit en tant que 10 ou en tant que 6-8 en vrai. Je l'avais bien aimé, meneur de jeu reculé, en tout cas sur les phases avec ballon. À la Coupe du Monde des clubs, il y a eu un match, peut-être contre la Juve, où c'était le cas, je trouvais ça intéressant. Il y a une vraie opportunité pour Güler. S'il peut être un tiers Kroos, un tiers Modric, un tiers Jude, peut-être pas sur le même niveau de qualité historique, mais dans l'idée, le Real fera un jump de qualité et aura trouvé une solution très intéressante par rapport à la saison dernière. C'est pas le seul problème du Real Madrid qu'il y a à colmater, à résoudre, mais ce serait un début de solution. Et du coup, je peux pas en dire beaucoup plus parce que j'ai pas encore vu le Real en match officiel cette saison. Coupe du Monde des clubs, disons que c'est encore la saison dernière, comme ça que Xabi Alonso le disait aussi. Maintenant, il va y avoir de la prépa. Maintenant, je pense ce sera intéressant contre Osasuna. On va voir parce que les problèmes du Real, ils sont nombreux. Mais hâte de voir ce match demain et je pense qu'on le débriefera mercredi. Si c'était intéressant, on fera un petit deep dive. Et en tout cas, on va vite parler du Real pour approfondir un petit peu l'analyse. Parce que là, à date, c'est un petit point d'ombre et quelque chose que j'ai hâte de découvrir. Alors, un autre club de Madrid, l'Atlético, ils étaient dans ce top 10 Winamax. La cote, elle était à 40. Donc du top 10, c'est l'équipe qui était la plus basse pour remporter la Champions. L'Atlético, très intéressant. Ils ont perdu contre l'Espagnol ce week-end. Ils ont démarré avec 5 nouveaux joueurs dans le 11. 5 recrues. Ruggeri, qu'on ne voit pas sur l'écran à gauche. David Ansko en défense centrale. Johnny Cardoso. Le petit Thiago Almada et Alex Baena. 5 recrues dans le 11. Incroyable. Ça m'a tué. Il y a un mec sur le Reddit Atlético Madrid qui a dit « I feel like a kid whose strict parents finally got him candy. » Je me sens comme un enfant dont les parents sévères ont enfin acheté des bonbons. et franchement, c'est une description assez apte parce que sur certaines séquences, c'était le Barça Prime, quoi. On a vu l'Atlético développer du jeu. Il y a une action en particulier en seconde période, une succession de genre 20 passes de la première ligne à la dernière ligne,
avec une implication de Barrios dans cet échange combiné. À la fin, Baena qui donne pour Alvarez qui échoue, sa frappe échoue sur le montant. Il avait marqué d'ailleurs un coup franc splendide en première période. Mais ouais, très très belle séquence, ça aurait été un des buts de l'année. Et je pense du coup que dans cet Atlético, comme on a dit, avec tellement de recrues, Baena pour 42, Ansco pour 26, Cardoso 24, Raspadori aussi qui est entré, malheureusement fautif sur le but de l'égalisation de l'Espagnol, 22, Almada qui est arrivé pour 21, Ruggieri, Poubil. Je pense qu'avec toutes ces recrues, le point de bascule sera une recrue. Donc c'est difficile d'en sortir un là, comme on s'est interdit les recrues. Avec le départ de Rodrigo de Paul, avec tous ces milieux centraux, je pense que la salle des machines sera au cœur de la bascule de l'Atlético Madrid si on a un cette saison. Et du coup, j'hésitais entre Conor Gallagher et Pablo Barrios. Et à la fin, je crois que j'ai pris Barrios. Pour un breakout complet cette saison, Barrios, s'il y a un grand Barrios, je pense qu'il y aura un grand Atlético Madrid. Et s'il y a un grand Atlético de Madrid cette saison, je pense qu'il y aura eu un grand Barrios. Il est entré en seconde période. L'Atlético a donc démarré sans lui titulaire, avec, comme on a dit, Cardoso au milieu et Gallagher. C'était Cardoso et Gallagher, effectivement. J'ai vu pourtant pas mal de bonnes séquences de Barrios en seconde période, même si c'est le moment où l'Atlético perd le match en ayant mené 1-0. Dans cette action, il est de partout. Il a eu des percées comme ça sur du jeu transitionnel où il transmet ensuite au Cholito dans le demi-espace. C'était super bien joué. Il y a ce centre pour Griezmann parfaitement déposé dans le temps additionnel. Donc j'ai pas vu le match en entier, j'ai vu le long highlight de Zigo de 12 minutes. Sur beaucoup de séquences, j'ai vu un bon Barrios. Ceux qui ont vu en entier, dites-moi, est-ce que c'est juste les highlights ? Mais j'aime bien Barrios déjà. Et chaque saison, il a augmenté son total de minutes. Je crois qu'il est passé de 700 à 1300 à 2000 saison dernière. L'Atlético a quasiment pas de joueurs à plus de 3000. Le Cholo a beaucoup fait tourner. Donc je pense pas qu'on puisse attendre une saison de Barrios à 3000 minutes. L'effectif est vaste. Et Simeone adore le mobiliser dans son entièreté. Mais joueur vraiment à suivre. L'Atlético à suivre, malgré leur défaite. Je pense qu'il ne faut pas rester sur le score. Il y a quelque chose d'intéressant qui est en train de se passer. Et on suivra ça avec plus d'attention sur les prochaines semaines. Naples. La saison dernière de Naples, elle est incroyable. C'est un club qui passe de la 10e place en 23-24 et au titre de champion. Un titre de champion aussi assez spécial, avec seulement 59 buts marqués. C'est 20 de moins que l'Inter, c'est 19 de moins que l'Atalanta, c'est moins de buts que genre la Fio ou la Lazio pour Naples saison dernière. Et c'est un total qui n'est pas dû à une sous-performance des XG, 57 XG seulement créés par Naples sur cette saison, 57 XG, ça en fait, ça les met à peu près 8e ou 9e meilleure performance offensive de Serie A, quasiment dans le ventre mou. 57 XG si on compare à la Première Ligue, je crois que ça les met 13e en Première Ligue. C'est autant de XG que Manchester United et leur saison offensive désastreuse. On l'a vu dans leur recrutement à Naples. Je ne dis pas qu'ils ont été un champion heureux ou chanceux, mais la performance offensive n'était pas très très bonne. Peut-être c'est ça aussi qui fait que tu as un Scott McTominay MVP. Ils ont pas mal investi sur le secteur offensif. Noah Lang est arrivé pour 25 millions, cher mais intéressant. Lorenzo Luca est arrivé aussi. Bien sûr, ils ont pris Kevin De Bruyne. Ils ont lâché Raspadori, mais ils se sont bien équipés offensivement, avec en plus l'arrivée de la Champions. Bon, je pense le point de bascule de leur saison, c'est assez clair que c'est lui. En vrai, bon, on a interdit les recrues, mais disons un petit truc rapide quand même sur King Kevin. Si tu as un Kevin De Bruyne, 3000 minutes, qui joue tous les gros matchs et qui les joue à haut niveau, enfin, Naples change de dimension en fait. Dans une Serie A très indécise, ils sont les favoris pour le doubler. Et en Champions, peut-être qu'ils peuvent être un poil à gratter. Il a été assez chaud en pré-saison d'ailleurs. J'ai vu les highlights sur la chaîne de Naples contre Girona et contre l'Olympiakos il y a quelques jours. Contre Girona, Naples gagne 3-2. Il donne une passe décisive sur corner et il marque 2 buts. Donc impliqué dans tous les buts, pied droit, pied gauche. Contre l'Olympiakos aussi, il a été pas mal si je dis pas de bêtises. Dommage, mauvaise nouvelle qui est tombée contre l'Olympiakos sur cette frappe. Lukaku s'est blessé au quadri. Et c'est tombé il y a quelques heures, il va rater 3 mois de compète. Donc dommage, on va pas voir Kevin et Romelu combinés ensemble sur le début de saison. Mais ouais, Naples donc a mis le paquet offensivement. Ils ont recruté beaucoup de joueurs devant. Et comme sur toutes les saisons où tu recrutes beaucoup de joueurs offensifs, ou en tout cas tu cherches à
compléter un petit peu ta performance collective, ta production collective. Les équipes très fortes offensivement qui veulent se solidifier ou les équipes très solides qui veulent ajouter un petit peu de dynamisme offensif. Souvent, ça fait la bascule inverse. Et du coup, moi, je me dis, ok, tu prends De Bruyne, Noah Lang, mais en vrai, tu es obligé de continuer à faire jouer, par exemple, Scott McTominay, le MVP de la saison dernière. Ça fait beaucoup de joueurs à vocation offensive, beaucoup de joueurs de projection. Est-ce que la clé pour Naples, ce sera pas d'avoir un petit peu plus d'équilibre et un joueur comme Zambo? Ce sera donc mon joueur point de bascule de Naples, qui équilibre un petit peu tout ça, qui réduit sa projection, qui réduit ses ballons touchés dans la boîte, ses projections en surface de réparation, et qui se réserve un petit peu pour faire les gros replis défensifs. Je pense que c'est d'autant plus important pour Naples qu'avec Lobotka dans leur milieu, un joueur que j'aime beaucoup, mais si vous avez vu la draft des animaux, Lobotka, c'est pas la pieuvre, hein. C'est clairement le hibou. C'est le 6 hibou, distributeur, bon avec ballon, sur les transitions défensives. Lobotka, c'est pas le truc particulièrement qui fait rêver. Donc s'il y a Lobotka, s'il y a McTominay, s'il y a De Bruyne, il va falloir quelqu'un pour équilibrer un petit peu ça et pour Naples conserve sa structure défensive, son ossature, ce qui a fait sa force la saison dernière. Peut-être que Zambo, un peu moins sexy que McTominay ou De Bruyne, mais peut-être que lui sera le joueur clé de cette structure de l'entrejeu. Voilà. Petit truc comme ça. Un Zambo un peu plus en rest defense, un petit peu plus sur les replis défensifs. Son énergie va être critique. Saison après saison, il montre qu'il en est capable. Il y a la CAN aussi, donc attention. Mais ouais, c'est un petit peu mon idée pour Naples. Et hâte de suivre leur saison 25-26 parce que c'est un Naples qui a fait un mercato qui me rend curieux. Le Bayern, oui, Luis Diaz change beaucoup de choses à court terme. Enlever Sané et mettre un top mondial sur son faux pied qui peut rentrer sur son vrai pied, à l'inverse de Sané où on avait montré toutes les limites de cette approche saison dernière. Même si je pense que c'est un overpay pour un joueur qui va avoir 29 ans au cours de la saison, en janvier si je ne dis pas de bêtises, je pense qu'il améliore quand même substantiellement le Bayern à court terme. Au lycée, Musiala quand il reviendra, Diaz, Kane, ça fait un sacré quatuor. Il y a aussi, si on doit parler des recrues point de bascule, Ta, parce que je pense que la différence avec Kim est énorme. Kim, je pense, c'est pas du tout le niveau pour le Bayern. On l'a vu saison dernière, je l'ai vu encore une fois sur la pré-saison. Kim, c'est pas bon. Et du coup, Ta, ça représente un vrai jump de qualité, potentiellement. Il reste pas mal d'interrogations au Bayern. Les retours de Davis, Musiala, quel niveau est-ce qu'ils ont quand ils reviennent? Le défenseur droit, où ok, Leimer, Stanisic, c'est cool, mais disons que c'est pas comme le PSG, le Barça, Liverpool, dans un autre style Arsenal ou Chelsea, qui ont de très bons latéraux des deux côtés et des latéraux de métier. Là, ça reste quand même un petit peu plus du bricolage. Donc j'aurais presque pu dire Sacha Boey, si je parle de joueurs à point de bascule, qui pourraient changer la saison de leur équipe. En vrai, si c'était un top Sacha Boey, peut-être que ça change vraiment la face du Bayern, mais j'y crois pas. Je crois pas qu'il y a un top joueur en Sacha Boey. Pas de la qualité défenseur droit titulaire du Bayern, qui devient un des 5 meilleurs défenseurs droits de la planète, et genre elle a un équivalent Davies. Donc c'est pour ça que ça, j'y crois pas trop. Je pense que ça passera par une recrue à un moment donné pour le Bayern dans cette zone. Donc je vais dire, je pense, Aleksandar Pavlovic. Actuellement, fracture de l'orbite, si je dis pas de bêtises. Pour toute sa promesse, que 19 matchs de Bundesliga en 23-24 et que 21 en 24-25. 1458 minutes saison dernière. Sa fracture de la clavicule et sa mononucléose l'ont tenu éloigné des terrains pendant au moins une dizaine de matchs. Mais si Pavlovic peut faire une grosse saison, il explose définitivement. Et bah peut-être que d'un coup le Bayern a Kimmich Pavlovic qui devient un des meilleurs doubles pivots de la planète à mettre derrière un des meilleurs quatuors de la planète. Pavlovic, top Pavlovic, associé à Kimmich, derrière Olise, Musiala, Diaz, Kane, avec ballon, c'est absolument effrayant. Je pense qu'ils roulent sur tout le monde au printemps, potentiellement, s'ils sont capables, s'ils ont ça. Donc c'est peut-être là, peut-être, je dirais pas qu'il y a un maillon faible avec Pavlovic, pas du tout, plus un petit point d'interrogation. Et là, il y a peut-être une poche de valeur à débloquer. Là, il y a peut-être de la valeur résiduelle où tu dis, waouh,
ok, un Pavlovic qui prend 20-30% de qualité, ça nous fait vraiment passer une étape si on parle des joueurs non recrues. Parce que sinon, effectivement, je parlerai de Ta, je parlerai de Diaz, et ça, c'est donc le Bayern. Il y a peut-être aussi un petit truc sur Goretzka, qui pas un top joueur aujourd'hui, mais qui est sur une contract year. Son contrat expire à la fin de saison. Peut-être un jump de motivation. Je ne sais pas s'il peut transcender son niveau pour être le joueur dont le Bayern a besoin. Je pense qu'ils ont besoin de se rajeunir un peu et Pavlovic, ça va dans cette direction. Mais ouais, un petit truc à considérer si Pavlovic n'explose pas ou se reblesse par exemple. Peut-être qu'il aura un rôle à jouer. Enfin, le Paris Saint-Germain, où il y a beaucoup de prétendants. Si j'avais le droit aux recrues, pour moi au PSG, le joueur pivot, il est clair, c'est Lucas Chevalier. C'est peut-être là, sur ce poste, qu'il y avait encore une poche de qualité à améliorer. Et visiblement, Campos et Luis Enrique étaient de cet avis, vu qu'ils ont poussé Donnarumma vers la sortie. Mais aussi, il y a un risque. Clairement, il y a un danger et il y a une très grosse pression qui est mise sur un très jeune gardien. Donc, il me semble y avoir un point de bascule assez clair de la saison du PSG en la personne de Lucas Chevalier. Mais je dirais que le chantier numéro 1 du Paris Saint-Germain, c'est surtout d'approfondir l'effectif. C'est d'avoir plus de solutions. Saison dernière, Paris a fini grosso modo avec 12 joueurs, le 11 titulaire qu'on connaît et les entrées de Barcola. Paris a besoin de passer de 12 à 15, 16. Avec Zabarni, passe déjà à 13. Bonne prise. Ils ont besoin de plus que juste des joueurs Ligue 1 que tu mets pour faire souffler tes titulaires pour les gros matchs. On en a parlé dans cette vidéo, quand on parlait de Zaïre Emery, de Kangini par exemple, qui mine de rien ont joué leurs 2500 minutes saison dernière, mais c'était à 90% de la Ligue 1 et ils ont eu plus aucune titularisation quand la phase d'élimination directe de Champions est arrivée. C'était vraiment, il y a des joueurs Ligue 1 et il y a des joueurs Champions, et les joueurs Champions du PSG. Voilà, c'est ça que je veux dire. On doit passer de 12, 13 joueurs Champions du PSG à 14, 15, 16. Qui seront ces 14e, 15e et 16e ? Moi, j'ai envie de parler de Gonzalo Ramos, par exemple, qui a eu son moment de lumière en Super Coupe d'Europe contre Tottenham, a marqué le but le plus important de sa carrière au Paris Saint-Germain avec cette entrée. Le penalty en plus qui marque en séance de tir au but, comme j'en ai parlé, je pense aussi que c'est un tournant de cette séance avec derrière sa célébration. Et contre Nantes ce week-end, même si ce but a été annulé finalement pour hors-jeu, j'ai pas vu le match, mais du long résumé que j'ai vu, il me semble avoir été assez utile. Donc peut-être qu'il y a un espoir Gonzalo Ramos. Le truc c'est qu'il sera toujours pas a priori Luis Enrique compatible, même si je pense qu'il y a un vrai joueur là et un joueur que beaucoup de top clubs européens seraient ravis d'avoir. Mais si c'est pas Luis Enrique compatible, peut-être que ça devient jamais, comme on dit, un joueur champion, un de ces fameux 15-16. Donc, celui qui a peut-être montré qu'il pouvait être considéré par Luis Enrique comme un joueur champion, peut-être que là il y a de la valeur, peut-être que là il y a un point de bascule, peut-être que là il y a une vraie promesse et un joueur 14-15 de la hiérarchie, c'est le petit Seny Mayulu. Ouais, quand tu rentres en finale de Champions, quand tu montres la qualité qu'il a montrée, à son très jeune âge, 19 ans, Luis Enrique l'adore, il est flexible positionnellement, et il peut combler pas mal de rôles du Paris Saint-Germain. Peut-être dans un monde où, à la CAN, Hakimi part avec le Maroc, Neves devient le latéral droit, comme on sait, c'est quelque chose que Luis Enrique fait régulièrement. Est-ce que c'est pas Mayulu qui trouve sa place dans ce 11, peut-être plus que Zaïre Emery, par exemple? Peut-être que ça match mieux à l'envie de Luis Enrique. Je sais pas, j'aurais pu mettre d'ailleurs Zaïre Emery dans tout ça. Un retour de Zaïre Emery, peut-être ça change des choses. Mais avec Luis Enrique, on a tellement vu, je trouve, son envie de jeu. Et il a tellement déjà eu la possibilité de mettre Zaïre Emery. Et a priori, il le considère vraiment comme un joueur Ligue 1 ou un joueur couteau suisse pour jouer cette place de défenseur droit de temps en temps. Qu'il y a peut-être plus d'espoir d'un point de bascule Seny Mayulu, d'un joueur pivot Seny Mayulu. Je sais pas, ce serait intéressant au Paris Saint-Germain. Pour moi, Mercato, il pourrait faire encore un petit peu plus. Mais on a déjà beaucoup parlé dans la vidéo dédiée à ce sujet. Bien sûr, dans le foot, toute tentative d'isoler comme ça des contributeurs individuels, de parler d'un joueur sur un effectif de 20-25, ce sera forcément une analyse partielle. La réalité, il n'y a aucun joueur, bon, il y en a peut-être quelques-uns, mais il y a peu de joueurs totalement indispensables, totalement pivots,
sur lesquels la saison de leur club entier repose. Même une saison 10 sur 10 d'un top joueur peut être en vain si l'équilibre autour est pas top. Ça, on le sait, ça, on le voit chaque saison. Mais je pense quand même que ce concept de joueur pivot, il est au moins en partie pertinent parce que j'ai l'impression que dans toutes les saisons réussies, vraiment réussies des dernières saisons, il y a eu de vrais joueurs pivots. On parlait du PSG 24-25, on parlait de tout ce qu'on a observé dans le City 22-23, et ainsi de suite. Je pense qu'on peut dérouler la liste. On fera une vidéo sur les joueurs à suivre quand le mercato sera fini. Et ce sera cool parce que du coup, en ayant parlé des joueurs pivots qui sont des joueurs non recrues, eh ben, on pourra faire la même vidéo pour uniquement les recrues. Un peu le symétrique. Très content. Et ça, ce sera dans quelques jours. Prenez soin de vous les potes. Merci d'avoir été là comme d'habitude. Passez une excellente semaine. Et on se dit à très vite. Bisous.